Moi, je le dis à mes pairs, je dis, mais vous êtes patron. Vous vous rendez compte, vous avez embauché 5 personnes. Mais vous êtes un héros de la nation. Parce que le député en face qui vous donne des leçons de moralité, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas bien, etc., il n'a jamais créé un seul emploi. Il n'a jamais créé de richesse. Il n'a jamais géré un compte d'exploitation. Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode des Forces françaises de l'industrie, version podcast. Moi de même. Voilà, écoute, d'abord on est très honorés et ravis que tu sois parmi nous comme membre d'honneur et que tu nous fasses, j'allais dire, l'amitié de ta présence dans un certain nombre de nos réunions. Ça me fait très plaisir. Voilà. Il faut chasser en meute. Exactement. Et je pense que c'est tout autour de ça que j'aimerais t'entendre, c'est-à-dire ce côté chasser en meute. Mais aussi que tu nous expliques ce combat qui est aujourd'hui un combat qui est devenu personnel, puisque tu ne représentes plus un certain nombre d'institutions publiques. Donc il y a ce combat personnel et ce combat d'entrepreneur. Et je me suis dit que c'était assez intéressant, surtout que tu prends beaucoup la parole autour de ça, de prendre le temps, parce que chez nous le temps est long, pour que tu rentres un peu dans ces détails, que tu nous expliques j'allais dire, les méandres de ton parcours et qu'on comprenne où sont venues ces convictions, où sont venues ces analyses qu'on peut lire, je crois, tous les dimanches sur LinkedIn. Dimanche matin, 8h15. 8h15, parce que ça rigole pas. Voilà. C'est le problème des industriels, c'est qu'ils ont l'habitude de se lever tôt, donc à la fin, voilà. Oui, même le dimanche. Même le dimanche. Donc voilà, donc est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, pas hésiter là-dessus à faire long, bien sûr. Ou peut-être synthétique au début sur la présentation et ensuite on reviendra sur ton histoire. Bien sûr. Alors moi je suis un ingénieur télécom de base et un industriel de base. Je fais des petits composants électroniques, j'en ai amené un parce que celui-là est très intéressant. C'est un transceiver électro-optique qui transcode des électrons qui arrivent ici en photons qui partent sur une fibre optique. Donc on a développé, ça a pris quand même une quinzaine d'années, développé ce petit boîtier électronique de composants, et on est les seuls à faire ça au monde dans les gammes de température imposées par l'aéronautique. Plus 150 degrés, moins 50, ce qui est énorme. Et donc on fait ça à l'île d'Abo, créé en France, développé en France, produit en France, et vendu à partir de la France, dans le monde entier, dans tous les avions. D'accord, et ça sert à faire quoi du coup? Alors, ça permet d'alléger le poids des avions, puisqu'en fait, on remplace tout le cuivre des avions, qui est très lourd, qui n'est pas très bon pour l'environnement, par de la fibre optique, qui est extrêmement légère. Là, vous avez 12 fibres qui sont comme ça. Du coup, les avions consomment moins. Voilà, exactement, et c'est très bon pour l'environnement, c'est de la fibre optique, c'est très très léger, ils consomment moins de kérosène, moins d'impact CO2. Donc tout ça est extrêmement vertueux pour la planète, pour l'agilité, la rapidité de l'avion et sa moindre consommation. Donc c'est possible de faire de l'industrie en France. Moi, je me suis battu toute ma vie pour garder mes usines, pour motiver mes salariés. J'ai les meilleurs ingénieurs du monde en France. J'ai des ouvriers professionnels exceptionnels. Donc on a exporté en mettant des usines en Chine, en Inde et au Mexique qui permettent de baisser les coûts et d'attaquer les marchés locaux tout en vendant l'excellence française d'innovation, de production. Et donc tout emploi, j'ai fait le calcul, j'ai une usine de 1000 personnes au Mexique. On m'a reproché la délocalisation au Mexique. Arnaud Montebourg, que j'aime beaucoup maintenant parce que c'est devenu un entrepreneur, un multi-entrepreneur défendant l'entreprise avec beaucoup de talent et de vigueur, et bravo, je le félicite tous les jours aujourd'hui, m'avait reproché à l'époque d'avoir délocalisé. Je lui ai dit, mais non Arnaud, chaque 3 emplois mexicains, j'ai créé un emploi en France. Pourquoi ? Parce que j'ai conquis des marchés aux États-Unis énormes, Boeing, Bombardier, dans l'aéronautique, etc. Et ça m'a fait faire du chiffre d'affaires en plus. Ça m'a fait faire de la profitabilité, des profits, que j'ai investi massivement dans mes équipements de tests, d'innovation en France. Donc c'est une boucle vertueuse qui fait que je suis passé en effet de 800 personnes en France à 1700, presque 3 fois plus en 30 ans en France. Mes sites ont quasiment doublé, voire triplé certains. Et j'exporte 90%, je vends à l'étranger 90% de ma production, mes 500 millions d'euros. Oui, parce que quand tu dis 1700 emplois en France, ce sont des emplois chez toi. Oui, c'est ça. Mais en plus, il y a des PME. Alors, il faut savoir qu'une usine, et ça c'est mon combat, c'est mon combat éternel, c'est qu'il faut réindustrialiser la France. Moi, je me suis battu contre des Alcatel qui se sont vendus lamentablement à Nokia, si vous voulez. Moi, je suis comme Montebourg, là-dessus, on partage. Il ne faut pas casser les fleurons, il ne faut pas que nos fleurons partent. Derrière un fleuron comme Alcatel, vous avez 1000 PME, ETI, start-up. Et tout ce petit monde-là, lorsque un client comme ça
va pas bien pendant 15 ans, ce qui a été le cas, et se vend derrière très mal, vous cassez toute une filière et vous cassez des milliers d'emplois. Moralité, en 40 ans, l'industrie française est passée de 20% du PIB à 10%, ce qui est scandaleux. Alors, pourquoi l'industrie s'est cassée la figure? Moi, j'ai entendu toute ma vie que c'est pas beau l'industrie, c'est pas bien, ça pollue, on exploite les pauvres ouvriers, etc., etc. Et une usine qui ferme, c'est un drame absolu. Quand vous avez 500 personnes, ce qui est le cas, moi, dans mes usines françaises, je fais vivre au moins 500, 1000, 1500 personnes autour, de commerces de centre-ville, d'hôtels, de bars, de prestations de services, de maintenance, d'artisans, de fournisseurs. Donc vous avez un effet au moins de 1 pour 1, c'est-à-dire de 2 fois l'effectif. Parfois, dans certaines filières, ça peut monter jusqu'à 3 ou 4. Donc vous voyez, c'est ça qui est terrible, c'est que quand on descend l'industrie française, on perd 2 millions d'emplois directs, mais il y a souvent au moins autant en indirect, en service, en induit, etc. Et j'essaye de pousser un concept d'une économie très compétitive, profitable, c'est fondamental, mais humaine et environnementale, pour durer. Donc vous ne pouvez pas durer en traitant extrêmement mal vos salariés, c'est pas possible. Vous tutoyez quelques mois ou quelques semaines, si vous êtes un horrible autocrate insupportable, les salariés partiront, ils feront grève, enfin ça marche pas ça. De temps en temps, en crise profonde, on est obligé d'être directif. Bon, il y a un chef, on pilote le bateau dans la tempête, il y a un chef qui pilote, un capitaine, mais on fait attention aux troupes, toujours, même si on doit faire parfois des licenciements. J'ai connu 4 crises dans ma gestion de radial. À chaque fois, c'était des moments difficiles, très difficiles. On essaye de faire des plans de licenciement très humains, très organisés. On accompagne les gens qu'on a licenciés par du coaching complémentaire, etc. Puis on motive l'équipage qui reste en disant c'est pas la fin du monde, c'est une crise. Ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Mais il faut faire des mesures et ensuite on remotive tout le monde. Alors donc mon concept d'économie humaine, je l'ai matérialisé par un petit slogan quand j'étais au patronat européen pendant 4 ans, de 2018 à 2022. J'ai piloté Business Europe. Et donc ça, c'était après le MEDEF. C'est après le MEDEF. Ouais. Ça s'appelait les 3 P. Profit, People, Planet. Et je disais, le premier P, les deux autres P, People et Planet, ne pouvaient fonctionner que si le premier P existe. Profit, Prosperity. Donc le profit. Donc qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça c'est pas très bien compris en France. Alors ça, c'est pas du tout compris. C'est-à-dire en fait, si vous voulez, le problème qu'on a en France depuis des décennies, peut-être une quarantaine d'années, c'est qu'on a des gens très intellectuels, très intelligents, reconnus comme tels, mais je dirais qui ont fait de l'intelligence sociale. J'ai rien contre le social, mais le social ne peut pas tenir comme ça dans le vide. Le social n'est qu'une conséquence de l'économique qui marche. Et alors, de façon très surprenante, Jean-Paul Sartre, les Simone de Beauvoir, je dirais beaucoup d'intellectuels et qui ont influencé toute une partie des partis politiques, notamment à gauche, ont fait du social. On a fait du social sans tenir compte de l'économie de l'entreprise, en bafouant même l'industrie, en maltraitant l'entreprise. Voilà. Et ça nous a amené, si vous voulez, à ce délire, je dirais, d'un modèle social extrêmement généreux mais complètement en faillite. Nicolas Dufourcq de la BPI excellent bouquin. A fait un très bon bouquin en disant 2/3 de la dette, des 3500 milliards de dettes que nous avons, c'est la dette sociale. C'est la retraite mal financée, peu financée, c'est l'assurance chômage très généreuse, c'est la sécurité sociale qui est distribuée, est assurée et qui est en monopole. On ne peut distribuer que la richesse qu'on a créée. C'est la phrase magique. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, il y a un moment où on est au bout de l'élastique. La dette est immense, le déficit est incroyable, à 6%. Là, on est au bout, le caoutchouc est tendu à mort. Donc il faut faire quelque chose. Ça tombe bien, on a eu un budget absolument remarquable, une période budgétaire d'abord qui nous a donné, vraiment qui nous a fait plaisir, en allongeant au maximum les débats, puisque ça a été absolument interminable. Et là, je pense qu'on a eu le florilège de la caricature des postures politiques. Voilà. Peut-être nous en parler un peu. Cette période est épouvantable pour moi parce que, je reviens un peu en arrière, j'ai donc été élu président du MEDEF entre 2013 et 2018, 5 ans. À l'époque, c'est François Hollande qui était à la manœuvre, qui venait de se faire élire, avec un programme
de taxation tout azimut, souvenez-vous, taxation des riches à 75%, les plus-values sur les actions qui étaient à un niveau extrêmement élevé, autour de 70 ou 80%, un truc de fou, qui a fait déclencher le fameux mouvement des pigeons. Les pigeons, c'était en 2013 ou 2014, se sont révoltés, c'était les start-upers français. Ils étaient tous vent debout en disant mais nous on ne peut plus créer notre boîte parce qu'on se finance par les actions, par la plus-value, etc. Et on intéresse les gens dans notre capital par ça. Si vous avez une fiscalité complètement délirante là-dessus, il n'y aura plus de start-up. Et donc il n'y aura plus d'innovation, il n'y aura plus de production, il n'y aura plus rien. Un désert. Donc Hollande a commencé à changer son fusil d'épaule. J'étais à la manœuvre avec un MEDEF de combat pour la croissance et pour l'emploi. Et au bout des 5 ans, on a finalement eu une politique d'offre, c'est-à-dire une politique de compétitivité qui a été mise en place par l'équipe de François Hollande et notamment Manuel Valls. J'étais très, très heureux, puisqu'ils ont fait le crédit impôt compétitivité emploi, le CICE, ils ont fait qui est d'ailleurs aujourd'hui très critiqué. Alors qui est très critiqué, mais parce que les gens ont compris que j'avais promis 1 million d'emplois en face du CICE, ce qui est absolument faux. J'avais promis 1 million d'emplois avec un petit livre jaune du MEDEF. Peut-être juste un point là-dessus. Oui. Quand tu dis que tu avais promis 1 million d'emplois... En fait, objectivé. Ouais. C'était pas une promesse, c'était un objectif. C'est-à-dire tu t'engageais à ce que les entreprises créent 1 million d'emplois. Alors, en fait, je me suis demandé, quand je suis arrivé au MEDEF, comment on peut faire accepter des réformes économiques dans ce beau pays de la France qui ne connaît pas bien l'économie ou qui la méprise ou la maltraite. Donc je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour faire accepter ces réformes au gouvernement socialiste de l'époque et aux Français. Et nous avons créé un projet qui s'appelait 1 million d'emplois. C'est possible à la condition que des réformes se fassent dans le champ fiscal, dans le champ social, dans le champ de l'apprentissage et dans le champ de la simplification. Quatre chapitres. Donc, c'était pas du tout que le CICE. Il y avait, bien sûr, dans ces propositions, le fait que le coût du travail était trop élevé, notamment sur les bas salaires, et qu'il fallait faire quelque chose. Il y avait un problème de fiscalité déjà à l'époque qui était trop élevé. Il y avait un problème, on avait très peu d'apprentis. À l'époque, en 2013, il n'y avait que 200 000 apprentis en France. Vraiment rien, quoi. Aujourd'hui, on est remonté à presque 800 000, je crois, ou 1 million d'apprentis, ce qui est beaucoup mieux, etc., etc. Et en fait, le gouvernement et surtout Manuel Valls a compris tout ça, a dit oui, on ne peut pas rester à 10,2% de chômage, ce qui était le niveau très élevé de chômage, et ils ont accepté de faire des réformes sur la compétitivité du pays. J'ai applaudi, j'ai accompagné, finalement ils ont fait le CICE, d'autres mesures. Alors qu'est quoi le CICE ? Le CICE, c'était en fait un crédit d'impôt compétitivité emploi qui permettait de baisser d'une 40aine de milliards les charges sur les bas salaires, jusqu'à 1,2 SMIC ou 1,5 SMIC. Bon. Donc c'était bien parce que ça permettait de remettre, au travail, des gens qui étaient au chômage et qui sont revenus sans que ça coûte une fortune aux entreprises. Vous savez, mais quand vous donnez 1 500 € net un salarié, ça coûtait 3 000. C'est-à-dire c'est le double. Quand vous donnez 2 000 € net à quelqu'un, ça vous coûte 4 000. Et cet argent, l'écart, il va où ? L'écart, ce sont des charges sociales et des charges patronales. Les 3 gros blocs, c'est la retraite, qui est très défaillante et qui nous coûte une fortune tous les ans. C'est l'assurance chômage, qui est très généreuse, encore. Et c'est la sécurité sociale. Je reviens sur la période Hollande. Donc ils ont accepté de faire le CICE. Ils ont accepté de baisser le taux d'IS, le impôt sur les sociétés, qui était à l'époque de 33%, c'est-à-dire on était aussi champion du monde, et qui est descendu à 25%, ce qui était à peu près dans la moyenne européenne. Ils ont accepté de faire les lois El Khomri de simplification du Code du travail. Et grâce à ce cocktail de premières mesures, l'emploi, la confiance est revenue progressivement, et nous avons créé 1 million d'emplois, mesuré par l'INSEE entre 2014 et 2019. Donc je dirais, pari gagné. Et en plus, Macron a continué. J'ai fait 1 an en tant que président du MEDEF sous la présidence d'Emmanuel Macron. On était très en phase sur ce qu'il fallait continuer de faire. Il a fait la flat tax, c'est-à-dire la taxe qui permet de taxer les plus-values de vente d'actions à 30% dans la moyenne européenne. Et très bien, bravo. Il a fait les fameuses ordonnances Pénicaud, qui plafonne les indemnités prud'homales. Figurez-vous que ça, moi, quand j'étais au MEDEF, je voyais des tas de patrons seuls. Je leur disais, mais pourquoi vous embauchez pas, les gars ? Ah, vous avez plein de commandes en plus, plombiers, électriciens, ils étaient plein de commandes. Ah non, moi je veux plus, je bosse avec mon fils, je veux plus de salariés. J'ai pris 2 salariés sur la figure, 2 prud'hommes, ça m'a coûté 50 000 €. Jamais j'embaucherai M. Gattaz. C'est ce qu'on me disait toute la journée. Donc je le répétais à Moscovite, ici, à Macron,
à Valls. Donc, Macron... Et donc ça a fait quoi? Ça a fait baisser le risque? Ça a fait baisser le risque, ça a permis de rétablir la confiance. Ouais. La confiance, c'est essentiel pour faire de la croissance. Le grand ministre Schäuble, allemand, qui était en poste, ministre des Finances, me disait toujours, que je l'ai vu plusieurs fois... Wolfgang. Oui, Schäuble. Wolfgang Schäuble me disait, la croissance, c'est 50% de confiance. Ou plutôt, la confiance, c'est 50% de la croissance. Donc la confiance, en effet, moi je le vois aujourd'hui encore, quand les chefs d'entreprise ont confiance dans un environnement, dans un gouvernement, ils embauchent, ils investissent. Et là, on peut commencer à travailler. C'est ce qui s'est passé entre Manuel Valls, fin de Hollande, et les trois premières années de Macron. Il y a eu 2,2 millions d'emplois qui ont été créés dans cette période-là. On est passé de 10,2% de chômage en 2013 à 7,2% de chômage en 2023. Alors, je finis. Quand je suis sorti du MEDEF en 2018, j'étais très content. Pourquoi? Parce que, le million d'emplois était en train de se finaliser. Et surtout, je me suis dit, le Parti socialiste est devenu social-démocrate. C'est-à-dire qu'il y a ça y est, ils ont compris l'outil de travail, l'importance de l'entreprise. Donc là, tu étais avec un parti socialiste oui. Qui était courant Valls. Courant Valls, et en fait qui était au pouvoir, etc. Mais ils avaient déjà des frondeurs, puisque en fait 30 à 50% de leur parti n'avaient pas accepté tout ça. Et puis, lorsque la dissolution est venue, en juin 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en une demi-heure, le PS est parti chez LFI, mais en une demi-heure. Pour négocier et pour faire le Front républicain. Pour faire le Front républicain, mais avec un programme NFP. Le programme de NFP, qui est celui de LFI, est une horreur absolue. NFP, c'est Nouveau Front Populaire. Exactement, exactement. Donc je me suis dit, tout ça n'a servi à rien. Le PS n'a pas du tout, n'a pas franchi son cap n'a pas fait son aggiornamento économique. Les Allemands l'ont fait, les socialistes allemands ont fait en 1959 le Bad Godesberg. Ils se sont réunis en tant que PS. Et ils ont dit, non, on veut plus du trotskisme, on veut plus du marxisme, on veut protéger l'outil de travail, on veut protéger les métiers, l'emploi c'est très important, l'usine c'est très important. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont fait leur aggiornamento économique. La France, le PS français ne l'a pas fait. Patatras, la dissolution a tout mis en l'air. Et depuis la dissolution, c'est un enfer absolu. C'est un enfer pour les patrons. Pourquoi? Parce qu'on ne parle que de taxer tout ce qui bouge. Taxer les pourboires, taxer les chiens et les chats, taxer les poissons rouges. Non mais je dirais, moi je suis extrêmement en colère. Je suis foudrage pour le pays. Je suis foudrage contre ces 3/3 politiques. Je suis foudrage contre la décision que Macron a pris de dissoudre. Et je dirais, on a des atouts considérables en France. On est un pays merveilleux, magique. Je le dis, il y a des filières incroyables. L'aéronautique, on est les meilleurs du monde. En défense, on est extrêmement fort. Dans l'IA, dans le quantique, moi j'ai plein d'ingénieurs que je connais qui sont très très forts. Certains sont partis aux États-Unis. Il faut les faire revenir. Je connais des boîtes, des ETI patrimoniales exceptionnelles. Et tout ça est un gâchis. Tout ça est un énorme gâchis. Et donc là, je pousse à travers vous ce cri d'alarme pour les politiques qui nous écoutent. Mais arrêtez vos conneries. Arrêtez, les gars. Vous êtes en train de ruiner la France et de ruiner les Français. Est-ce que tu peux d'ailleurs, est-ce que tu as des statistiques oui. là-dessus sur, on va dire, le temps long Ah ben je peux te donner quelques chiffres. Tu vois, notamment, on était où en 1980? Si on se compare, parce que bon, les comparaisons avec l'Allemagne en France, à chaque fois les gens ont les yeux au ciel. Mais on prend la Suisse, par exemple. Oui, bien sûr. La Suisse. Alors, c'est quoi la comparaison? Je dis souvent, il faudrait enseigner, je dirais, le premier mois de Sciences Po, de l'ENA et de Normal-Sup, 2 modèles, le modèle suisse et le modèle vénézuélien. Bon, mais les enseigner vraiment bien avec les chiffres. Et vous allez voir que ces 2 modèles sont incroyables. Le modèle suisse, pour moi, est le meilleur modèle au monde, économique et social. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leur industrie, ils sont à 20%. Parce que oui, c'est-à-dire que la Suisse, on a l'impression que c'est des sièges sociaux, des banques. Mais pas du tout. Et moi, j'ai un Suisse que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps qui m'a dit, Monsieur Gattaz, vous, en France, vous avez un supermarché par village. Eh ben, nous, on a une usine par village. Ils ont des usines dans les vallées. Ils ont plein d'usines. Et ils ont gardé leur usine patrimoniale, familiale. Nous, à cause de l'ISF, pendant 20 ans, ça a cartonné, l'ISF. Il n'y avait pas les lois Dutreil.
J'ai perdu tous mes concurrents de Radial. J'avais 20 concurrents en 93 quand je suis arrivé à Radial. 20 concurrents, les Souriau, Connectral, Cinch, FRB, RLB, Compagnie Deutsch. Tout ce petit monde s'est vendu à des boîtes souvent américaines, des fonds de pension. Boîtes françaises, hein. Boîtes françaises créées par des ingénieurs, des techniciens après la guerre, la plupart du temps, pliées, vendues. Pourquoi mais parce que c'est de l'idéologie, je dirais, de nouveau, de l'idéologie socialo-communiste. On est là-dedans encore aujourd'hui. Il faut se révolter contre ça. Les Suisses, si on parle 3 secondes des Suisses, vous n'avez pas de politique professionnelle en Suisse. Nous, on n'a que des politiques professionnelles. Ils n'ont jamais géré un compte d'exploitation, ils n'ont jamais embauché des gens, ils n'ont jamais géré une entreprise. Il faut faire comme les Suisses, que un jour, on puisse avoir un gouvernement fait de non-experts de la politique. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous avez des postures de gauche, c'est épouvantable. Les Suisses, ça c'est le deuxième avantage, pas de politique politicienne. Troisièmement, ils sont extrêmement décentralisés. Ils ont 3 niveaux territoriaux en Suisse. Ils ont la commune, le canton, le fédéral. Nous, en France, on a communauté, communauté de communes, agglomération, métropole, département, région, nation, Europe. Moi, je pense qu'il faut fusionner région et département. Il faut fusionner communes et intercommunautés de communes. Déjà, là, on économiserait énormément de monde. Donc, en fait, comme ils sont très décentralisés, qu'ils ont 3 niveaux, ils ont une administration super légère. J'ai les chiffres en tête. Vous avez 75 fonctionnaires en France pour 1000 habitants. En Allemagne, vous avez 55 fonctionnaires allemands pour 1000 habitants. En Suisse, vous avez 30 fonctionnaires pour 1000 habitants. Vous vous rendez compte ? Ils viennent de s'opposer d'ailleurs à travailler moins et à partir plus tôt en retraite. Absolument. Et ils se sont opposés il y a 2 ans à la 5e semaine de congé. Le peuple suisse. Nous, il faut qu'on bosse, on adore le travail mérite salaire, c'est comme ça qu'on fait vivre notre pays, qu'on est compétitif. Ils se sont opposés à la 5e semaine de congé. Alors, est-ce que tu as d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde sur le temps long l'évolution du PNB par habitant. Oui. Est-ce que tu as la stat Alors moi, je n'ai pas les stats, je les avais en tête à une époque. Je sais que on a commencé à décrocher, en 81, parce qu'il y a eu des grosses bêtises de faites par François Mitterrand. Je rappelle que nous travaillions à 65 ans, l'âge de la retraite de l'époque. François Mitterrand est arrivé, il a baissé de 65 à 60 ans. Rien que ça. Bon, on paye encore les pots cassés aujourd'hui, ça nous a coûté une fortune. Bon, il y a eu d'autres choses, il a augmenté le SMIC de 15%, etc., etc. Il y a eu une nationalisation. Bon, tout ça a été des erreurs funestes pour la France. J'ai les 35 heures 2000, année où on a mis en place les 35 heures payées 39 par l'État français. Sachant qu'on était à 40 avant Mitterrand. Oui, alors Mitterrand est passé de 40 à 39, payé 40. Donc là, en effet, on a déjà fait 1 heure, ce qui a coûté extrêmement cher. Bon. Tous les pays européens se sont alignés sur 40-39. Bon, je dirais que c'était très grave à l'époque, c'était moins grave. Mais les 35 heures de M. Jospin et de Martine Aubry, ça a été une catastrophe absolue. Et là, on voit les courbes décrocher à partir de 2000 par rapport aux Allemands, par rapport aux Suisses, par rapport aux Américains. Je crois qu'en 2000, nous avions des PIB, notamment PIB par habitant, qui étaient assez proches entre l'Allemagne et les États-Unis. Oui, et la Suisse était déjà passée devant nous. La Suisse était déjà passée devant nous. Ouais. Elles étaient déjà à plus 10 ou plus 20% en PIB par habitant. Alors qu'on était à égalité en 1980. C'est exactement ça. Donc les Suisses se sont envolés, parce qu'en fait aujourd'hui, le PIB par habitant français, on doit être autour de 40 000 euros par habitant. Plus. Ouais. Ou 45 000. Oui, c'est 45 000. Les Allemands sont 20% devant nous. 20%, c'est énorme. Alors qu'ils étaient derrière avec la réunification. Absolument. Et ils se sont réunifiés brillamment. Ils ont fait les réformes Schröder de 2003, brillantes, courageuses, difficiles, mais ça a été le début du miracle économique allemand en 2003. Énorme, je pourrais revenir aussi là-dessus. Et les Américains étaient aussi un PIB par habitant identique en 2000. Donc 2000 a été le début de la fin, la continuation, l'accélération, je dirais, de la pauvreté relative des Français par rapport aux autres. Les Américains sont 40% de plus. Et les Suisses, en PIB par habitant, et les Suisses, ça doit être autour de 60-70. Non, je crois qu'ils sont à plus de 90 000 euros de... Alors c'est peut-être x2. Ouais. C'est peut-être x2, ça ne m'étonnerait pas. Tout ça pour vous dire qu'on se fait doubler. Et pourquoi on se fait doubler ? Parce que pour tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire l'industrie bafouée, l'entreprise maltraitée, une idéologie poussant le social avant tout, contre tout,
sans économie, ce qui est une erreur absolue. Il faut pousser l'économie pour faire du social. Et est-ce qu'on peut revenir sur un point, Pierre? Bien sûr. Parce que là, on a parlé de chiffres. Oui. Le PNB par habitant, c'est pas en soi, il faut le compléter avec d'autres éléments statistiques, mais c'est quand même un bon indicateur, surtout quand on le croise avec, j'allais dire, le niveau de vie et la cherté de la vie, l'indice du coût de la vie dans chaque pays. C'est quand même un indice intéressant pour mesurer la richesse d'un pays. Bien sûr, hein, et la richesse des gens du pays. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer comme ça, j'allais dire de façon très concrète, alors je sais qu'il faut, chaque fois qu'on parle j'allais dire d'argent qui passe des entreprises aux salariés et à la population, on dit oh là là, le ruissellement, et alors là, donc on rentre dans des théories un peu bizarres et des a priori contestables, on va dire. Est-ce que, de façon très pratique, tu peux nous expliquer comment ça se passe entre une entreprise qui va faire un résultat, en tout cas un chiffre d'affaires, et quand on taxe plus, c'est Nicolas Dufour qui dit des taxes en plus, c'est des machines en moins. Et alors, à la fin, comment ça rejaillit sur l'économie d'un pays, de façon très simple. Alors, de façon très simple, je vais te donner un exemple vécu de Radial. Moi, j'ai connu plusieurs filières, je me suis réinventé, puisque j'étais beaucoup dans les télécoms entre 90 et 2000. J'ai pris une énorme crise télécom dans la figure. J'avais 70% de mon chiffre d'affaires dans les télécoms. Donc, je me suis restructuré, je me suis repositionné. J'ai fait ça 4 fois dans ma carrière, après 4 crises. Repositionnement dur, 2-3 ans de galère, etc. Parfois plus. Et j'ai vu, je suis parti sur l'aéronautique dans les années 2000, très fort. J'ai réussi dans l'aéronautique, je suis l'un des premiers connecticiens à vendre à Airbus, etc. Donc je suis très heureux, je touche du bois et je félicite mes équipes qui ont fait un travail incroyable. Et j'ai connu les télécoms, la fin des télécoms, entre 2000 et 2015, où c'était l'arrêt, la vente de Alcatel à Nokia. Donc j'ai vu une filière aéronautique en forme, une filière qui fait des profits durablement, ruisselle vers les salariés, les fournisseurs. Certaines personnes n'aiment pas le terme ruissellement. Je l'assume et je pousse le ruissellement. Je l'ai vu en tant que fournisseur de cette belle filière aéronautique qui continue d'être l'un des fleurons français. J'ai vu les télécoms se casser la figure avec un Alcatel de plus en plus difficile. Et des fournisseurs comme moi me faisant trucider en mettant des Chinois en face, des Taïwanais en face, des baisses de prix de 10%, de 15% tous les ans. La France est aujourd'hui un pays en crise, avec des marges faibles. Donc vous êtes dans une situation, comme les télécoms dans les années 2000, il faut sortir de ça. Et il faut sortir de ça en disant vive le profit, vive les marges, vive les riches. Vous voyez, je vais jusqu'à l'impertinence. Vive la richesse, les gars. Et quand vous êtes aux États-Unis ou dans d'autres pays, le gars qui a réussi, il est félicité, c'est un héros. Il a créé plein de richesses pour son territoire, pour son village, pour sa ville. C'est un héros de la nation, et moi je dis ces entrepreneurs sont des héros de la nation. Mais non, mais vive Bernard Arnault. L'autre jour on m'a posé la question, à la télévision, mais Bernard Arnault à l'Académie des sciences et morales et politiques à l'Institut. Mais je dis bravo, c'est un type formidable. Je dis je dis oui, c'est notre Zidane de l'économie, c'est notre Zizou de l'économie. Il a créé 50 000 emplois en France, direct, 200, 300, 400 000 emplois dans le monde. Il paye des impôts à non plus finir. Bon voilà, c'est un grand héros. Il faudrait 15 Bernard Arnault en France. C'est tout. Point. Faut arrêter. Et comment t'expliques, parce que c'est assez étonnant, il y a un déchaînement de haine d'une certaine partie de la population. Alors, oui. J'ai d'ailleurs, à l'occasion d'un article, je ne sais plus si c'est pas l'Express qui avait écrit ça, mais qui expliquait que Bernard Arnault, en fait, était plus populaire que le plus populaire, plus aimé en tout cas que le plus populaire des hommes politiques et des femmes politiques. Je vais refaire un petit couplet politique. Ouais. C'est le trotskisme. Ouais. Le trotskisme a merveilleusement bien marché en France, continue de bien marcher. Il a pollué tout le monde. L'éducation nationale, la presse, la fonction publique, les syndicats, les écoles, les grandes écoles d'ingénieurs, c'est incroyable. Et on se demande comment. Moi, je suis perturbé par ça. Je pense que c'est l'intellectualisme français, souvent à gauche, qui veut mettre le social et l'environnement devant tout, en disant ça va se créer tout seul, en effet. Mais non. Les gars, c'est l'économie qu'il faut développer. Une économie humaine et environnementale, exemplaire, vertueuse, mais qui fait des profits et qui est compétitif. Donc tout ça pour vous dire que je pense que ça, il faut que nous fassions du trotskisme libéral. Voilà, de l'entrisme libéral. Je pousse
j'ai créé un institut des solutions pour que ça ne soit pas un mouvement patronal, mais un mouvement des forces vives de la nation. Nous sommes 4 millions de patrons, nous sommes 21 millions de salariés. Moi, mes salariés sont avec moi. Ils veulent défendre l'outil de travail, ils veulent défendre leur métier. Donc dans ces combats-là, de défendre l'industrie, l'usine, l'économie, ils sont avec nous. Une partie des fonctionnaires qui sont d'accord qu'il faut faire de l'économie, qu'il faut faire des profits avant les... Enfin, il y en a beaucoup de fonctionnaires qui partagent notre bon sens paysan, c'est du bon sens paysan. Eh bien, il faut qu'ils parlent. Je les réunis, j'essaye, dans une sorte de cercle de réflexion que j'ai appelé l'Institut des solutions, et qui va permettre, j'espère, de faire que ces gens-là, de l'ombre, qui souffrent, qui ont parfois des pouvoirs d'achat qui baissent, qui souffrent de leur administration administrante. Alors c'est quoi l'administration administrante? C'est que quand vous êtes un médecin, soignant, eh bien, on sait que l'hôpital public, en France, il y a 35% de structures. Et vous avez en Allemagne 25% de structures, 10 points de moins, et vous avez en Suisse, au moins, ils sont à 20%. Les Suisses sont toujours hyper efficaces. Donc il faut transférer des administratifs en soignant. Il faut les reformer, ou il faut les verser, il ne faut pas les remplacer quand ils partent à la retraite. Et donc je crois qu'il faut appliquer à l'administration française la vertu des recettes et des dépenses. On ne dépense que l'argent qu'on a. Parce que sinon, vous vous endettez, vous augmentez le nombre de fonctionnaires, etc. Le trotskisme libéral, c'est de parler, c'est d'infiltrer, c'est d'aller en médias, c'est d'expliquer en tant que patron, en tant que paysan, en tant qu'agriculteur, en tant que vétérinaire, en tant que petit patron, commerçant, la vie de tous les jours, avec ses mots, avec son cœur. Et on est authentique. Moi, je le dis à mes pères. Je dis, mais vous êtes patron. Vous vous rendez compte, vous avez embauché 5 personnes. Mais vous êtes un héros de la nation. Parce que le député en face qui vous donne des leçons de moralité, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas bien, etc., il n'a jamais créé un seul emploi. Il n'a jamais créé de richesse. Il n'a jamais géré un compte d'exploitation. Revenons sur Bernard Arnault, 3 secondes. Moi, en effet, vous avez un déchaînement de quelques-uns, toujours les mêmes, très vocaux, très médiatisés. Monsieur Zuckman, venu de nulle part ailleurs, a eu toutes les médias du service public avec lui. Un scandale. Il n'y avait pas beaucoup de contradicteurs. Il n'y avait pas beaucoup de contradicteurs. Moi, je suis monté plusieurs fois au créneau. On était très peu. On était 5 ou 10 seulement. Malheureusement, je dirais. Mais lui, ça a duré 2 mois, nuit et jour, France Info, etc. Donc là, il y a un vrai problème. Hein. Il y a un vrai problème. Et en effet, on se déchaîne pendant cette période-là sur Bernard Arnault, qui est un type formidable, je l'ai dit, un Zidane de l'économie, qui a créé des milliers d'emplois. Mais vous savez, les Français, quand vous les interviewez là-dessus, eh bien, ce qui est formidable, et on ne dit pas assez, je crois qu'ils mettent en respectabilité les patrons vers 75-80%. C'est énorme. Même les grands. Ils ont beaucoup d'estime pour les patrons. Parce que le Français moyen, il comprend que c'est lui qui prend des risques. Quand vous regardez les débats, il y a quelques débats qui ont eu lieu sur BFM, etc. J'en ai écouté quelques-uns. Le Français moyen, qui était sur le plateau, disait « Mais moi, j'ai rien contre les riches. Par contre, c'est l'administration qui ne va pas. Le nombre de fonctionnaires, le nombre de normes qu'on a, la réglementation. Il y avait des paysans, il y avait des plombiers, etc., des artisans, des commerçants aussi, qui disaient « Mais non, mais il faut nous laisser vivre. Et bravo pour ceux qui réussissent. » Donc je pense que si vous voulez, les Français, alors ils sont parfois un peu énervés lorsque vous avez un salaire d'un patron du CAC 40 énorme, etc. Et moi aussi je suis d'ailleurs, quand on prend 30 ou 40 ou 50 millions sur un an et puis qu'on plante sa boîte l'année suivante, moi ça j'aime pas du tout. Hein. Et je pense que Bernard Arnault est vraiment ce genre de personnage, je le dis, qu'on devrait en avoir des dizaines en France. On devrait les féliciter toute la journée, les encourager, leur dire mais vous êtes un type merveilleux. Voilà. Bon, alors bien sûr, il est très riche, mais sa richesse, il continue de bosser, il continue d'être très, très impliqué, il continue de visiter ses magasins, il continue d'encourager ses hommes et ses femmes, il continue de créer de l'emploi, d'acheter, de revendre. Il a créé un groupe et bravo. Alors il se trouve que la transmission d'entreprise, on a reçu Renaud Dutreil il n'y a pas très longtemps à déjeuner avec les forces françaises de l'industrie. Il nous a expliqué un petit peu comment le capitalisme familial, qui était le pilier du capitalisme français, hein, comme en Allemagne, comme en Italie, etc., enfin, c'est quand même un modèle européen, a été très fragilisé en France. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui. Alors, je peux vous expliquer. Oui. Moi, je suis donc héritier de mon père et j'ai repris cette boîte en 92, Radial. Tu es rentré comment d'ailleurs? Je suis rentré en fait parce qu'il y a eu une crise à Radial en 92. Moi, j'ai eu une formation en télécom, j'ai vécu aux États-Unis.
J'ai repris une boîte en difficulté avant de revenir à Radial, une petite boîte qui s'appelait Fontaine Électronique, pendant 2-3 ans, que j'ai redressée avec beaucoup de difficultés. Ça a été une galère, ça a été difficile. Je pensais qu'ils allaient me virer tous les lundis matins parce que c'était très très difficile. Et puis finalement, ça a marché. Je connais bien le marché américain, je connais les télécoms. Et Radial avait besoin de se repositionner en 92 face à un marché du militaire qui avait baissé beaucoup. Donc j'ai repoussé vers les États-Unis, j'ai repoussé vers les télécoms, et on a fait, et la reprise s'est bien passée. Et encore une fois, c'est jamais un long fleuve tranquille. Bon, donc voilà une boîte Radial qui aurait pu se vendre, que j'ai reprise. La famille est restée, elle est toujours majoritaire. Je suis sorti de bourse, d'ailleurs, il y a quelques années, parce que la bourse ne me servait à rien, et que j'ai rencontré d'ailleurs un jeune analyste financier qui m'a dit, Monsieur Gattaz, vous avez trop d'usines en France. Vous devriez en enlever une ou deux parce que vous ne serez pas assez rentable. Donc ça, c'est un analyste financier. Oui, de 25 ans. Oui, je m'en souviens encore, et c'est ça qui a déclenché ma sortie de bourse, vous voyez. Donc je me suis dit, mais le type a rien compris, je l'emmerde, je vous emmerde, monsieur. Vous allez voir, ça va marcher. Moi, je suis pour les usines en France et je suis pour l'excellence française, ça va fonctionner, et ça fonctionne. Donc je me dis, ça sert à rien, je donne la bourse, je donne toute ma stratégie à tout le monde, tous mes concurrents allemands, américains. Oui, parce que tu es obligé quand tu es coté. Ça me coûte 500 000 euros par an de faire des roadshows, etc. Je ne l'utilise pas pour augmenter mon capital, donc je suis sorti, j'ai mis beaucoup de mal à sortir d'ailleurs. Ça, c'est les contraintes de la bourse que tu viens de dire. Hein. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui veulent aller en bourse, et je comprends que les startups ont besoin d'aller en bourse. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens, et la bourse est très développée aux États-Unis, et assez peu en Europe d'ailleurs. Pour moi, Radial, ça ne marchait pas, ça ne servait à rien. Je reviens sur les boîtes familiales. Donc j'ai repris, et en effet, comme je le disais, j'ai vu mes 20 concurrents patrimoniaux de Radial se vendre et partir, à cause de l'ISF, qui n'était pas plafonné. Il y a eu les lois Dutreil de 2006, l'ISF pardon. Et impôt sur les successions. Alors, aussi. C'est l'ISF qui a frappé, et qui a frappé en effet sur les successions, les transmissions qui devenaient extrêmement compliquées, très chères. Donc non seulement il fallait payer son impôt tous les ans par la famille pendant 20 ans, ce qui était très, très lourd, très très lourd. Et puis en plus, ces transmissions étaient très en danger, étaient extrêmement chères. Donc Dutreil a fait ces fameux lois Dutreil en 2006 ou en 2003, 2006, 20 ans après. Finalement, quand vous regardez les statistiques, les Allemands ont autour de 15 000 entreprises familiales, entre 12 et 15 000 entreprises familiales. Les Italiens en ont gardé 8 à 10 000, et nous sommes descendus à 6 000. Surtout que les 6 000, on est remonté parce qu'on était descendu encore plus bas. Encore plus bas. On devrait être à 10 000 aujourd'hui. Donc on a perdu, disons, la moitié de nos entreprises familiales. Donc si c'est un impact épouvantable. C'est un impact parce qu'on produit moins, on innove moins, on emploie moins dans les territoires, et voilà pourquoi votre sœur est malade. Donc si vous voulez, il faut dire vive les héritiers, comme j'ai dit tout à l'heure, vive les riches, vive les héritiers. Pourquoi ? Mais parce que l'Allemagne est une économie d'héritiers. L'héritier en France, c'est horrible, c'est le mec qui... vous êtes né avec une petite cuillère dans l'argent, machin, c'est facile, tout est facile pour vous. Non, un héritier qui prend une boîte et qui la plante, lui, il a planté sa boîte, il a planté sa boîte de sa famille, de son patrimoine. C'est une horreur. Donc je pense qu'il y a une alchimie familiale qui existe. L'économie allemande, je le disais, c'est 3/4 de boîtes familiales qui perdurent. Mais le modèle, je dirais, de faire attention à ses équipes, parce qu'on veut aller loin, on veut construire, on veut transmettre à ses enfants. Donc vous faites attention à votre équipage. Et puis on fait attention à l'environnement, parce qu'on ne va pas polluer. Donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est extrêmement vertueux. Et en plus, le type, il n'est pas riche. Il est riche d'un outil professionnel. Mais il devient vraiment riche que lorsqu'il vend sa boîte. Donc l'ISF, c'est un truc à rendre riche les gens. Très triste. Et de les délocaliser. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Vous avez par exemple une boîte de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la vallée de l'Arve de décolletage. Il a 2-3 usines, le type fait 2% de résultat net. 2%, ça fait 2 millions par an. Ces 2 millions par an, qu'est-ce qu'il fait ? Il réinvestit 1,5 million dans sa boîte, comme la plupart des boîtes industrielles familiales, et il récupère 500 000 de dividendes, etc., qui est taxé, bien sûr. Bon, donc on met Zuckman là-dessus, c'est-à-dire 2% sur un patrimoine de 100 millions. 2% sur 100 millions de patrimoine, ça fait 2 millions. Vous voyez que tous les résultats nets, ils passent.
Et encore, quand vous voulez verser 2 millions de Zuckman, il y a flat tax, ça fait 3 millions. Oui, parce que Il c'est faut sortir- l'entrepreneur qui doit payer 2 millions. Oui, mais c'est lui, c'est sa boîte. Donc il est doit à se les 100%. verser. Mais bien sûr, il doit se verser, Donc il c'est doit pousser. fiscalisé. Mais bien sûr, il doit pousser les dividendes, enfin pousser, il va prendre le résultat net, etc., Même plus, d'ailleurs. qui est pas suffisant, et il va assécher sa boîte en 3 ans, en 2 Oui, ans. parce que du coup, il ne peut plus investir. Mais bien sûr. Donc si vous voulez, Zuckman est extrêmement délirant. Donc le type, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre sa boîte. À qui? À un fonds de pension américain. Donc vous voyez, vous avez un gars qui a bossé toute sa vie, qui connaît ses salariés, qui a subi des crises sans doute, etc., mais qui est connu dans le village, qui est un héros de la nation, qui a créé de l'emploi, qui a embauché les enfants, qui fait de l'apprentissage pour les gamins, etc. C'est ça un patron. Mais si vous voulez, vous poussez des gars à vendre leur boîte et à des étrangers. L'étranger qui n'a pas d'affectio societatis. Quand vous avez une crise comme Lehman Brothers en 2007, vous regardez les sites qui sont compétitifs et ceux qui ne sont pas compétitifs. Bon, en général, la France, on n'est pas compétitif. Le coût du marché, le coût du travail est cher. Le droit du travail est extrêmement compliqué. Bon, allez, tu me plies l'usine là. Ah oui, mais ça va durer 3 ans. Bah, ça durera 3 ans, mais tu me la plies quand même. Et puis terminé. Puis vous avez perdu. On a perdu, je ne sais pas combien d'usines, sans doute, oui, des milliers. En France. Ah bah, de toute façon, on est passé de 20% du PIB à 10%. Donc je crois que c'est plus de 3 millions d'emplois. Moi, j'avais 2,2 millions en tête, mais avec les emplois indirects, on est sans doute à 3 millions. Ouais. Sans doute. Et en milliers d'usines, on a perdu, je vous dis, 5 000 familles. Moi, de tête, on devrait être 10 000 on devrait être 10 000 familles patrimoniales, ETI patrimoniales. On n'est que 5 500, donc la moitié. Il y en a 5 000 qui ont dégagé. Tu me parlais hors micro d'une crise assez violente que tu as connue, qui d'ailleurs a engendré ton Oui. engagement Oui. auprès des syndicats patronaux. Est-ce que Oui. tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Oui, alors pourquoi je suis autant engagé depuis 30 ans dans l'économie française et dans tout ce que je vois, et en essayant d'argumenter, d'infléchir, d'influencer, c'est parce que j'ai connu une très grosse crise radiale. La crise des télécoms arrive, l'explosion de la bulle Internet en 2001. Et là, personne ne l'avait vu. Mon chiffre d'affaires a fait 2 fois moins 20%. Donc c'était violent, 2001, moins 20%, encore moins 15 à moins 20 en 2002. Il a fallu que je fasse un plan, et ça a été un plan social. Très dur, et j'ai mis 18 mois à le faire en France. Livre 4, livre 3, très administratif, très compliqué, des autorisations à demander partout, un temps fou. Et alors que mes concurrents américains ont mis 1 semaine à se restructurer, les concurrents anglais 1 mois, les concurrents allemands 3 à 4 mois, moi la France c'était 18 mois, insupportable. Je suis sorti de là en loc. Je me suis dit, on ne peut plus faire d'industrie en France, on ne peut plus embaucher en France. Donc l'entreprise a failli passer du coup. Ah ben non, on avait de la trésorerie, mais si tu veux, c'était très très angoissant. Si tu veux, humainement, pour un patron, c'est très angoissant, et humainement pour mes salariés, c'était très angoissant. Donc je me suis dit, embaucher en France, c'est une erreur de gestion. J'ai dit ça dans ma tête. Ça a duré 3 jours. Je me suis dit, faut que, voilà, on peut plus faire d'usine, on peut plus faire d'industrie en France. Je me suis réveillé, je me suis dit, non, c'est pas possible. Si tous les patrons raisonnent comme ça, on va jamais y arriver. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à créer la filière des industries électroniques et numériques. Je me suis fait élire au syndicat des composants électroniques, puis ils m'ont élu à la FIEC, la FI2E, Fédération des industries électriques et électroniques et de communication, puis le groupement des fédérations industrielles dans les années 2008-2010, puis le MEDEF. Alors le MEDEF, c'est moi qui ai voulu, après beaucoup de mois de réflexion, parce que François Hollande arrivait avec un programme délirant. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose là. On ne va pas revenir sur François Mitterrand, sur les 35 heures, on va s'en reprendre plein la figure. Et la France va continuer de se paupériser. Tout ça pour dire que ce plan social de 18 mois, épouvantable, horrible, m'a boosté, a été le vecteur déclenchant de mon implication, de mon engagement pour le pays en fait. Et ça, ce que tu dis, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que la protection, plus on en met, plus c'est efficace. Non. Et ce que tu expliques, c'est que à partir d'un certain niveau, parce que la protection c'est bien, à partir d'un certain niveau, ça étouffe et ça tue, donc en fait ça finit par nuire à ce qu'on est censé protéger. Mais on est dans un monde très compétitif, mondialisé, où l'agilité, la rapidité comptent. Ce monde est très schumpeterien. Il faut détruire pour reconstruire. Bon. Alors, moi, j'aime beaucoup le modèle aussi danois qui s'appelle la flexi-sécurité. C'est-à-dire que vous pouvez licencier assez vite
avec le justificatif, hein, on ne peut pas licencier comme ça, mais vous avez une obligation d'accompagner les chômeurs pour qu'ils rebondissent, pour qu'ils se reforment, pour qu'ils retrouvent un travail. Je dis toujours à mes salariés, moi je ne peux pas vous donner l'emploi à vie. Par contre, je peux vous garantir une employabilité à Radial. Si vous rentrez à Radial, je vais vous former, y compris mes ouvriers, etc., mes ouvrières, je les forme à la qualité totale, à des tas pour qu'elles soient polyvalentes et pour qu'elles, s'il y a un problème un jour avec une usine de Radial, que je sois obligé de refaire un plan, je pourrais me regarder dans une glace et je sais que cette femme-là aura un bagage suffisant pour ne pas rester 3 ans au chômage. Donc il faut arrêter d'embêter les boîtes lorsqu'il y a une crise. Il faut les laisser licencier pour qu'elles retrouvent de l'air, pour qu'elles retrouvent des marges, une possibilité de rebondir très vite. Alors on ne fait pas n'importe quoi, c'est contrôlé, etc. Et encore une fois, il faut faire confiance au patron. Il faut faire de la confiance. C'est pas parce qu'il y a 2 ou 3% de margoulins qui ont fait des trucs horribles. Chaque fois qu'il y a un truc horrible, on fait une loi en France, mais sur un fait divers. Il faut arrêter. On a 3 problèmes en France. On travaille pas assez, ça c'est clair. 35 heures, on fait du garbuge, donc il faut travailler un peu plus. Moi, je propose 40 heures par semaine, payer 40. Il faut que ça paye. Je pense qu'on a un modèle social beaucoup trop généreux. Troisième chose, cette sphère publique est vraiment obèse. Il faut réduire un certain nombre de fonctionnaires pour revenir à une agilité qui permettra de baisser la fiscalité. Il faut définir une vision à 2040 pour la France, de réindustrialiser le pays, de repasser de 10 à 15% du PIB. Pour ça, ce ne sont pas à coup de subventions, d'aides, de trucs, de machin. Il faut que le pays soit compétitif pour ses ménages, pour ses ingénieurs, pour ses chercheurs, pour ses start-upers, pour ses entreprises. Le jour où les gens, les politiques auront compris que c'est par la compétitivité et donc la confiance qu'on recréera des emplois, on ira au plein emploi, etc., on aura gagné. Alors, terminons avec un petit panorama géopolitique. Beaucoup de gens estiment qu'il y a ce qu'ils appellent le réveil des empires. Tu travailles en Asie, tu travailles aux États-Unis. Quelle est ton analyse de ce qui est en train de se passer? Et puis, dis-nous peut-être 2 mots, puisque là, on est dans une période assez aiguë autour d'un personnage qui s'appelle Donald Trump. Oui. Quel est ton avis sur tout ça? Mon avis, c'est que la France doit retrouver son destin autour de l'industrie, autour de la souveraineté industrielle, autour de 5 grands défis. Le premier défi, c'est, on va dire, Poutine qui attaque l'Ukraine et Trump qui n'est plus notre copain. On n'a plus d'alliés, on est tout seul, on n'a plus d'armée, ou peu. Il faut se réarmer. Et on a un héritage militaire incroyable. On a des Dassault, on a des Thales, on a des PME incroyables, des ETI incroyables. Je fais du militaire personnellement. Ce ne sont pas d'horribles munitions pour tuer tout le monde, c'est de la défense. Il faut se défendre. Et on a un héritage européen très fort. On est la 2e, je crois, puissance exportatrice d'armes au monde. C'est extraordinaire. Mais c'est de l'électronique, c'est de l'IA, c'est de la data, ce sont des matériaux nouveaux et très souvent, ce sont des technologies duales. Il faut remilitariser le pays, c'est une opportunité de recréer de l'emploi, des technologies, de la recherche. Deuxième défi, la planète. Très important. La planète, tout le monde a peur, les jeunes ont peur, on va tous mourir de chaud, 5 degrés, etc. Non, il y a plein d'idées, plein d'innovations, plein de recherches à faire pour améliorer par le recyclage de l'eau, par les énergies renouvelables, le recyclage des matériaux, le recyclage du cuivre, de l'or. Moi, j'ai 30 projets à Radial autour de la planète. Donc je pense que la planète, c'est aussi quelque chose où l'innovation, la recherche peut apporter 80% des solutions. Troisième grand défi, la santé. La santé, on a vu le Covid, on n'avait plus de Doliprane, plus rien, plus de masques, plus rien. Bon, on a plein de TI, de PME, de boîtes incroyables. Ouais, même des grands groupes extraordinaires, mais qui produisent de moins en moins en France. Des Servier, des Instituts Pasteur, des Biomérieux, j'en cite, et des pas mûrs. Pareil, laissons-les bosser, mettons de la compétitivité en France, encourageons-les, remercions-les, applaudissons-les, tous les jours, au lieu de nous insulter. Quatrième grand défi, l'IA, la data. On a des talents de fous. On a des ingénieurs de fous, des chercheurs de fous en France. Il faut là aussi leur dire, mais peut-être le problème français, c'est que parfois ça reste sous l'état de recherche ou d'idées ou de brevets, et on produit moins que les autres, et il faut arriver
à faire que tous ces chercheurs, ces ingénieurs restent en France déjà. Il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis ou en Angleterre et soient heureux et puissent créer leur boîte ou participer à cette souveraineté autour de la data, de l'IA, etc. 5e grand défi, j'en ai un d'autre défi, c'est la smart and safe and sustainable city. En français, la ville durable, sécurisée et intelligente. Il y a plein dans nos villes, on a des problèmes de logement, de transport, etc. Il y a beaucoup de sociétés françaises qui sont extrêmement fortes dans ce domaine-là, qui est l'environnement, qui est le mieux vivre, le mieux travailler, le mieux se loger, le mieux se transporter. On a des Veolia, des Engie, des Dassault Systèmes, on a tout le monde, qui sont encore des fleurons incroyables et qui peuvent drainer des écosystèmes de TI, de PME, en chassant en meute le plus possible en France. Donc voilà, oui, 5 grands défis qui peuvent faire que l'industrie française peut repartir de 10% à 15%. Ces coups de semonce du monde entier, de Poutine, de Trump, de la Chine, sont autant d'aiguillons formidables pour nous réveiller. Mais là, j'attends les politiques. Il faut arrêter de nous parler de taxes toute la journée. Hein. Il nous faut les 2 minutes Trump. Qu'est-ce que tu penses D'accord. Du style, de ce qu'il fait, de sa volonté de réindustrialiser et de comment il s'y prend? Oui. Moi, je trouve que le côté positif, c'est qu'il secoue. Il secoue les États-Unis, il secoue le monde, il secoue l'Europe. Qui avait besoin Je pense que... Oui, je pense qu'il faut secouer un peu le cocotier. Le côté que j'ai moins, c'est le côté force. C'est un peu le côté cow-boy américain. C'est toujours l'intimidation, le chantage. Alors, c'est une méthode quand même dont on n'a pas l'habitude. On a plutôt besoin d'allier, de discuter, de partager, de débattre. Bon, ce sont des méthodes que je trouve très... ça permet peut-être d'aller vite, hein, si on peut essayer de positiver, de dire, bon, on secoue le truc, le monde a peut-être besoin de se secouer, le monde occidental. Donc voilà, ce côté brutalité, ce côté force devant le droit me gêne. Donc il faut voir aussi pour les Français toutes les opportunités que ça présente. Cette brutalité représente. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on prenne notre destin en main, notre destin industriel en main. Et puis l'Europe dans tout ça, il faut qu'elle soit ensemble face à ces géants que sont les Américains, la Chine et la Russie, nouveaux empires très agressifs. Mais il faut c'est là toute l'intelligence européenne qui n'est pas facile, c'est qu'on arrête de faire de la technocratie, de la bureaucratie sur des concepts d'écologie de planète. Moi, je suis un fou de la biodiversité, je suis un fou de l'écologie, mais c'est de l'écologie d'innovation, de recherche et de croissance que je veux, et de productivité et de production. C'est pas de l'écologie qui nous met 50 000 normes sur la tête pour qu'on étouffe. Donc là, il y a un changement de logiciel aussi de l'Europe qui est peut-être aujourd'hui en train de s'opérer grâce à Trump. Pierre Gattaz, merci. Merci beaucoup.